La Terre nous tient à cœur. Un podcast réalisé par Alexandra Warney-Driège. À travers ce média, je vous emmène sur le terrain, au plus près de celles et ceux qui étudient, soignent ou subissent les effets des bouleversements écologiques. Scientifiques, médecins, victimes de pollution, ensemble, ils nous racontent comment la santé de la planète et la nôtre sont intimement liées. Bienvenue dans le 4e épisode de La Terre nous tient à cœur. Avant de commencer mon introduction, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast et à soutenir mon travail, et j'en suis très ravie. Alors aujourd'hui, je suis à Marseille pour rencontrer le virologue Jean-Michel Claverie. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas pour parler du dernier variant de la Covid-19, mais de virus qui dorment depuis des dizaines de milliers d'années et qui pourraient un jour se réveiller. Pour comprendre, il faut regarder de plus près ce qui se passe dans les terres glacées de notre planète. Sous l'effet du changement climatique, les zones arctiques se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que le reste du globe, entraînant le dégel des sols de la région polaire. Or, nous n'y trouvons pas seulement de la terre gelée, ces sols renferment aussi des bactéries et des virus anciens, parfois très anciens, qui sont alors libérés. Ici, la question n'est pas de céder au scénario catastrophe ou d'imaginer un énième spin-off de Walking Dead, mais de se demander très concrètement que peuvent faire ces virus, quels risques représentent-ils vraiment, et surtout, que sait-on, et que ne sait-on pas encore, de ces mondes microscopiques qui refont surface. Bonjour professeur Claverie. Bonjour. Vous êtes virologue, professeur émérite à la faculté de médecine d'Aix-Marseille et vous avez été parmi les premiers et les seuls au monde à réveiller des virus piégés dans le permafrost sibérien depuis plus de 48 000 ans. Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné envie d'étudier les virus et pourquoi ceux du passé vous fascinent particulièrement ? Alors la virologie est une des rares disciplines en biologie que j'ai jamais étudiées à l'université. Je suis un virologue qui a commencé à faire de la virologie en 2003 seulement, avec la découverte du premier virus géant, qui s'appelait mimivirus, et qu'on a pris pendant très longtemps, ou que d'autres ont pris pendant très longtemps, pour une bactérie. Mais en fin de compte, quand on a commencé à l'étudier en détail, on s'est rendu compte que c'était un virus. Et c'est comme ça, en 2003, où j'ai basculé de la microbiologie à la virologie. On imagine souvent l'Arctique comme un désert glacé stérile et pourtant le permafrost contient de nombreux éléments. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ce qu'est le permafrost ou pergélisol et 2, ce qu'il renferme ? Le permafrost, c'est pas du tout de la glace, c'est pas du tout stérile. C'est en fin de compte du sol normal, comme dans votre jardin, mais qui est gelé. Et donc, quand effectivement en été, à partir du mois de juin, la température repasse très largement au-dessus de zéro, eh bien, le sol se réveille sur une couche superficielle qu'on appelle la couche active, qui peut faire jusqu'à 1 mètre, 1,50 mètre, mais qui fait très souvent à peu près 50 cm, et qui renferme tous les composants biologiques qu'on a dans nos jardins, c'est-à-dire qui renferment des champignons, des graines de plantes, des bactéries et des virus. Donc, en fin de compte, le permafrost, c'est un cycle. Et donc, la moitié du temps, ou plus que la moitié du temps, c'est effectivement gelé et il ne se passe rien de visible. Mais dès qu'il fait un peu plus chaud, au-dessus de zéro, eh bien, ça recommence et la vie s'active et quelquefois d'une manière accélérée. J'avais vu que le permafrost, dans la définition, c'était 2 années consécutives de gel du sol. C'est ça J'ai jamais vraiment compris l'origine ou l'intérêt de cette définition. Parce qu'en fin de compte, elle est très très peu utilisée dans le monde scientifique, parce que les régions de pergélisol ou de permafrost sur lesquelles on travaille, en fin de compte, sont gelées depuis quelquefois 1 million d'années. Donc cette notion de... C'est pas parce que 2 ans de suite, les choses sont un peu gelées que ça devient d'un seul coup du permafrost. En fin de compte, non. Quand on va notamment en Sibérie, qui contient... Pour 90% du sol du permafrost en Europe du Nord en tout cas, eh bien, on est sur des zones qui n'ont pas été dégelées, en tout cas en profondeur,
depuis quelques centaines, voire quelques milliers, voire quelques millions d'années pour les plus profondes, puisque dans certaines régions de la Sibérie, la couche de pergélisol peut atteindre à peu près 1 kilomètre. Est-ce qu'on peut dire par analogie que ce sol gelé, le permafrost, c'est comme un immense congélateur qui, au lieu de conserver des aliments, renferme toute la mémoire de la Terre ? Absolument, jusqu'à, je dirais, à peu près, encore une fois, 1 million d'années au maximum, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le gradient géothermique. Quand on s'enfonce dans la Terre, on se rapproche du noyau qui est chaud, et ça fond de nouveau. Donc voilà, donc on a une couche, allez, on va dire au maximum d'1 kilomètre, et il y a une couche d'1 mètre à la surface qui se dégèle chaque été. Les médias parlent souvent de virus zombies pour évoquer des virus enfouis dans le permafrost. Est-ce que c'est un terme utile pour sensibiliser ou beaucoup trop sensationnaliste selon vous ? Alors c'est assez amusant parce que c'est absolument pas notre laboratoire, au moins, qui a inventé ce terme de virus zombie. Et son histoire d'ailleurs est amusante parce que il existe une compagnie américaine qui fait des peluches en forme de microbes. Et quand nous avons publié notre premier virus réveillé du pergélisol, qui s'appelait Pitovirus, ils ont fait une peluche à son effigie. D'accord. Et c'est eux qui, dans l'étiquette commerciale, lui ont donné son nom latin, son vrai nom, mais également l'ont baptisé zombivirus. Parce que c'est le virus qui se réveille des morts. Et ensuite, ça a été repris, effectivement, par tous les médias, grand public en tout cas, parce que c'était catchy, comment dire en anglais, ça prenait bien. Et donc, voilà. Donc, on n'est pas responsable, mais effectivement, ça a popularisé énormément ce domaine. Ouais, un marketing qui fonctionne, quoi. Absolument. Comment fait-on concrètement pour réveiller un virus qui dort depuis près de 50 000 ans ? Alors, c'est pas plus difficile, je dirais, de réveiller un virus qui dort depuis 50 000 ans qu'un virus qui dort depuis 100 ans ou 10 ans ou 3 heures. Mais il faut savoir, bien sûr, il faut se souvenir que les virus sont des parasites intracellulaires. Ils ne peuvent vivre et se multiplier qu'à l'intérieur des cellules du corps humain, par exemple. Et donc, pour qu'on se rende compte qu'un virus est là et puis qu'on puisse l'étudier et qu'on puisse le multiplier, il faut lui donner l'hôte qui correspond à sa spécificité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a appris au laboratoire à cultiver un genre particulier de cellules qu'on appelle les amibes, qui sont des cellules qui ressemblent beaucoup à certaines de nos cellules immunitaires, comme ce qu'on appelle les macrophages, qui sont des cellules qui font de la phagocytose. Et donc, on a un échantillon, on prend un peu de cet échantillon et on le met en contact avec une culture d'amibes. Et si dans cet échantillon, il se trouve qu'il y a un virus qui est capable et qui correspond à cette amibe qu'on lui présente comme une proie éventuelle, eh bien, d'un seul coup, on va se rendre compte qu'il se passe quelque chose, que les amibes commencent à mourir. Et donc, on va se rendre compte, il y a quelque chose qui infecte les amibes dans cet échantillon. Et c'est une fois qu'on a découvert qu'il y a effectivement quelque chose qui infecte les amibes, on rentre dans tout un protocole, bien sûr, de purification, d'amplification, tout ça. Mais le point de départ, c'est la simple mise en contact d'un échantillon, de n'importe quoi. Ça peut être un échantillon marin, un échantillon de sol, un échantillon d'eau, un échantillon d'air. Et on voit si, quand on met ça en contact avec nos amibes, les amibes se mettent à montrer qu'elles vont mal et qu'elles sont malades. Et donc là, pour l'échantillon du permafrost, vous le réchauffez avant c'est à quelle température En général, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient l'échantillon de pergélisol congelé jusqu'à temps qu'on soit dans le laboratoire. Une fois dans le laboratoire, effectivement, on décongèle une partie de cet échantillon et on le met en contact avec nos cultures d'amibes. Et pourquoi avoir choisi d'étudier des virus qui affectent des amibes, justement ? Pourquoi ce choix ? Au début, on n'a pas du tout fait exprès, parce que la fameuse bactérie dont on parlait au début, qui nous a aiguillés sur la découverte du premier virus géant qui s'appelait minivirus, c'était une bactérie qui infectait les amibes.
C'est une bactérie qui donne des pneumonies très graves, qu'on appelle la maladie du légionnaire, d'accord, et qui vit normalement dans les amibes, et qui, quand les choses vont moins bien, que l'eau est trop chaude, qu'il y a des moments où il y a un petit peu de difficulté pour les amibes à se reproduire, eh bien ces légionnelles, on appelle ça les bactéries des légionnelles, elles sortent des amibes et elles nous infectent et donnent ces pneumonies extrêmement graves. Et donc, minivirus étant un virus d'amibes, on était parti au début dans l'idée de rechercher systématiquement quels autres virus pouvaient également affecter les amibes. Mais il se trouve que c'était une incroyable bonne idée qu'on n'avait pas du tout prévue au départ, parce qu'encore une fois, on n'y connaissait pas grand-chose. Je vous ai dit que je n'étais même pas virologue au départ. Ouais. Les amibes, il a fallu qu'on apprenne à les cultiver rapidement à partir de 2003 dans le laboratoire. Mais on a fini par découvrir que, les amibes sont ce qu'on appelle des protistes, c'est des petits êtres unicellulaires. Elles sont absolument partout sur la planète, dans les mers, dans les fleuves, dans l'eau. Dès qu'il y a un peu d'humidité, vous aurez des amibes, vous en avez dans la bouche, vous en avez dans votre intestin, il y en a absolument partout. Donc ça nous a donné un moyen d'explorer la Terre entière. Et l'autre gros intérêt, mais celui-là était plus prémédité, c'est que les amibes divergent de nous depuis à peu près presque 1 milliard d'années. Et donc, on a 1 milliard d'années de divergence évolutive avec les amibes. Okay. Et rappelez-vous, si vous avez des chats ou des chiens, si vos chats ou vos chiens tombent malades, en général, vous tombez pas malade. Et on n'a que 50 millions de divergences d'évolution avec les chats et les chiens. D'accord ? Donc, on est très proches. Et déjà, leurs virus ne sont pas capables de nous infecter, pour la plupart, sauf celui de la rage. Eh bien, avec les amibes, la probabilité qu'un virus puisse infecter une amibe, infecte également un humain, d'accord, est incroyablement faible. Donc vous n'avez jamais eu d'appréhension en laboratoire en étudiant ces virus Absolument pas. En plus, les échantillons par eux-mêmes ne sont jamais dangereux parce que la quantité de virus, quand il y en a, qu'on trouve dans un échantillon, est extrêmement faible, c'est extrêmement peu dense. Et en fin de compte, le danger ne vient qu'à partir du moment où on commence à amplifier ces populations virales. D'accord ? Et là, on commence à en avoir des milligrammes. Hein, et c'est là que si un virus est infectieux, on risque vraiment de s'infecter à travers les aérosols, ce genre de choses. Mais un échantillon de terre, même s'il y a le tétanos, où il y a la rage dans un échantillon de terre, vous n'allez pas attraper la rage à cause d'un échantillon pur. C'est quand on travaille sur les virus purifiés, en masse, qu'on commence vraiment à avoir un danger pour les expérimentateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des virus encore plus vieux que ceux que vous avez trouvés ? Parce qu'au début, c'était 30 000 ans à peu près. Là, on est à 48 500 ans. Exactement. Donc, est-ce que vous pensez que... Je vois que vous avez bien lu nos publications. Effectivement, on est resté coincé à 30 000 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, l'idée m'est venue de rechercher des virus dans le pergélisol après avoir vu... un superbe article d'un chercheur russe qui s'appelait David Gilishinsky, qui, en 2012, a démontré qu'il avait été capable de réactiver une plante à partir d'une couche de pergélisol qui datait effectivement de 30 000 ans. Donc, quand j'ai vu ce travail publié dans le journal de l'Académie des sciences américaines, on les a contactés. Et on leur a demandé si on ne pouvait pas avoir un petit peu du même échantillon qui avait servi à la plante, parce que je me suis dit, s'ils peuvent réveiller une plante, on devrait pouvoir réveiller un virus. Et ça a marché. On a eu la chance, en une seule fois, d'ailleurs, de pouvoir réveiller et d'isoler 2 nouveaux virus, qui étaient également des virus géants, bien sûr, d'amibes. Et c'est comme ça qu'on est parti dans cette notion et qu'on a été limité aux 30 000 ans, parce que ce n'était pas nous qui étions, propriétaires des échantillons. Pour le devenir, il a fallu effectivement monter nous-mêmes des expéditions pour pouvoir, enfin une expédition surtout, pour pouvoir aller nous-mêmes prendre des échantillons sur des couches plus basses, hein, parce que plus on descend dans la terre gelée et plus on s'adresse à des couches anciennes. Et donc on est arrivé à 50 000 ans à peu près. Mais on cherche actuellement beaucoup plus profond, puisqu'on a obtenu des échantillons à partir d'une collaboration avec un institut américain à Berlin, qui ont certains 200 000 ans, et ça va jusqu'à 600 000 ans. Wow. Et là, 600 000 ans, ça serait extraordinaire, parce que 600 000 ans, ça précède notre espèce, ça précède Homo sapiens. D'accord. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de résultats positifs. Okay. Donc, pour l'instant, la limite reste à 50 000 ans.
Mais il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas descendre plus bas. C'est juste que la probabilité d'avoir un virus dans différents terrains n'est pas la même non plus, quoi. On est tombé sur des terrains stériles, vieux mais stériles, alors qu'il y en a peut-être d'autres dont on n'a pas à disposition qui sont aussi vieux mais pas stériles. Voilà. Tout dépend de l'histoire géologique du terrain. En 2016, en Sibérie, le dégel du permafrost a révélé la carcasse d'un renne infecté par l'anthrax. Plus de 2300 rennes sont morts, plusieurs humains ont été contaminés et un enfant de 12 ans est décédé de l'infection pulmonaire provoquée par la bactérie. Pourtant, les scientifiques semblent plus préoccupés par les virus anciens que par les bactéries anciennes. Pourquoi ? Alors, si vous voulez, on va d'abord revenir sur l'épisode de l'anthrax, qui est un épisode qui, en fin de compte, a fait beaucoup les news parce qu'il se trouve que c'est probablement une des premières fois que le monde extérieur à l'Arctique a eu connaissance de ce fait. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui arrivait extrêmement fréquemment. Et on pense qu'il y a eu, depuis qu'on a un record historique, notamment russe et URSS, il y a probablement eu 1000 cas comme ça qui se sont déroulés, et avec probablement qui a causé la mort de plusieurs millions de rennes. Et peut-être la mort de plusieurs milliers de personnes, mais on ne l'a jamais su. C'est parce qu'il y a eu cette conjonction maintenant du fait qu'il se passe des choses et qu'il y a les médias et qu'on peut enfin un petit peu savoir ce qui se passe, que ça a eu tant de retentissement. Maintenant, pourquoi les virus posent plus de problèmes ? Les bactéries, on parle toujours des antibiotiques, ce n'est pas automatique. Les bactéries, elles ont beaucoup plus de choses en commun entre elles que ne l'ont les virus. Il existe ce qu'on appelle des antibiotiques à spectre large qui vont tuer à peu près toutes les bactéries, quelle que soit la famille de bactéries dont on parle. Et donc, s'il y avait éventuellement une de ces bactéries anciennes qui reviennent et qui déclenchent, par exemple, une épidémie de peste, d'accord ? La peste, c'est rigolo maintenant, c'est rien du tout. La peste, c'est une bactérie parfaitement normale, classique, et un antibiotique parfaitement classique va immédiatement vous guérir de la peste. Il n'y avait qu'au Moyen-Âge où c'était vraiment un problème, d'accord ? Les pneumonies, c'était un petit peu la même chose. Il y a énormément de maladies bactériennes se traitent très facilement avec l'antibiotique, que les bactéries soient vieilles ou pas vieilles. Pour les virus, ce n'est pas du tout le cas, parce que les virus ont extrêmement peu de choses en commun. Et souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on a eu cette épidémie du coronavirus. Or, les coronavirus, on les connaissait parfaitement. C'est des familles de virus que l'on connaît depuis très longtemps, qui ont été très, très étudiées. Et pourtant, c'était juste une nouvelle souche de coronavirus, donc une nouvelle souche d'un virus qu'on connaît très bien. Ouais. Et vous avez vu le chaos que ça a produit sur la planète. Imaginez maintenant pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques contre les virus. Non. D'accord ? Et donc, pour chaque virus, il faut trouver une arme particulière. Et on repart à zéro, si vous voulez. Donc, il faut soit un vaccin, ça a bien marché pour le coronavirus. L'hydroxychloroquine n'a pas fonctionné, par exemple. Et puis, pour le sida, on n'a jamais eu de vaccin. Mais on a quelques très bonnes drogues, notamment ce qu'on appelle les antiprotéases, qui font que les gens maintenant mènent une vie parfaitement normale, même quand ils sont infectés par le virus du sida. Donc vous voyez, deux virus différents et des approches thérapeutiques totalement différentes. Imaginez maintenant ce qui se passerait si on réactivait un virus dont on ne connaît rien. C'est le premier de sa famille. Ouais. Et imaginez que ce virus tue 50% des gens qui l'infectent, comme la variole, par exemple. Un virus qui tue 50% des gens, notamment parmi les très jeunes ou les bébés, vous imaginez le cataclysme que ça serait. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus peur des virus, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'un nouveau virus se manifeste dans une épidémie, on va avoir du boulot, parce qu'il va falloir trouver une solution, en général, parfaitement spécifique à ce virus. Justement, certaines critiques disent que si ces virus sont si dangereux, pourquoi aller les chercher pour les étudier au risque de provoquer peut-être une pandémie ? Alors, il y a deux approches. D'abord, nous, comme je vous expliquais, on se refuse à travailler sur des virus qui, a priori, poseraient le moindre risque. Quand vous allez en Arctique, là où on a été, à Tchersky, eh bien, quand vous vous baladez sur le bord de la rivière de la Kolyma, vous allez voir émerger des défenses de mammouths tous les 50 mètres. Ah ouais. D'accord.
Dans un endroit encore un peu plus froid, il y a de véritables carcasses quasiment entièrement conservées de mammouths qui sont réexhumées chaque année par justement la fonte progressive de la couche superficielle du permafrost. Et à tel point que certains chercheurs russes m'ont expliqué qu'ils avaient mangé de la viande de mammouth. Okay. Donc ça vous montre à quel point les carcasses de ces animaux totalement préhistoriques restent parfaitement bonnes à manger. Si elles sont bonnes à manger, ça veut dire que leurs parasites, leurs bactéries et leurs virus, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas encore là. Ouais. S'ils sont morts d'une maladie virale, ils sont encore là. Et donc, il existe maintenant apparemment un projet russe, et ça, je n'aime pas du tout ça, qui tenterait de faire comme nous, mais qui tenterait de réveiller, non pas des virus qu'on trouve autour des carcasses de mammouths qui sont hébergés par les amibes, mais des vrais virus de rhinocéros laineux ou de mammouth. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement dangereux, parce que si un virus est capable de pousser, on dirait dans notre jargon, d'infecter du mammouth, il va être capable d'infecter un éléphant. Et s'il infecte un éléphant, il est pas loin de pouvoir infecter une vache. Et s'il infecte une vache, il est probablement pas loin de pouvoir infecter un humain. Et donc, ça, c'est un vrai risque. Et donc, je ne suis pas du tout pour ça. Mais il y a actuellement une tendance qui est très à la mode dans le monde, notamment de la biodiversité, qui est ce qu'on appelle l'approche One Health, qui consiste à tenter de coupler toute la santé humaine avec la santé de la nature. Et une des phases de cette approche consiste à tenter de faire un répertoire complet de tout ce qui bouge, de tout ce qui vit, non seulement sur les humains, mais dans leur environnement. Et c'est ça qui amène, en fin de compte, un certain nombre de gens d'aller chercher éventuellement des virus ou des bactéries dans des endroits qui, jusqu'à maintenant, ont été très peu explorés. À mon avis, c'est probablement ce qui s'est passé au début de l'épidémie du coronavirus, où, en fin de compte, des chercheurs chinois sont allés explorer des grottes dans des endroits très reculés, bourrés de chauves-souris, et c'est probablement sur ces chauves-souris qu'était hébergé le virus qui a fait l'épidémie qu'on a connue. Donc il y a quand même un danger d'aller effectivement chercher, d'aller explorer des endroits qu'on ne connaît pas. C'est bien la raison pour laquelle on se limite au virus d'Amibes. Ouais. Et qu'on s'est toujours interdit de tenter de réveiller des virus autres que les virus d'Amibes. Finalement, le problème, ce ne serait pas donc la présence des virus, mais la manière d'interagir avec ces zones, comme vous l'expliquez. Pensez-vous que l'exploitation industrielle de l'Arctique, qui augmente forcément cette exposition, devrait être interdite ? Alors, interdite, non. D'abord, il faut en voir les vrais risques. L'exposition, elle est produite par le réchauffement climatique. Alors, on insiste toujours sur le fait que ça fait fondre le permafrost ou le pergélisol. C'est pas très grave parce qu'on a parlé tout à l'heure d'une couche superficielle qui fait de l'ordre de 50 cm à 1 mètre. Or, je vous ai dit que le pergélisol, il peut faire jusqu'à 1 km. Donc, même si ça chauffe beaucoup, on n'est pas encore près de perdre le pergélisol arctique. Mais le problème, c'est que le réchauffement climatique a réchauffé totalement l'océan Arctique et a rendu la capacité de navigation tout au long des côtes arctiques, notamment de faire passer des gros bateaux. Et les gros bateaux, ça peut transporter des gros équipements, notamment des gros équipements qui sont nécessaires quand on fait de l'exploitation minière. Parce qu'il faut des grosses grues, des machins qui forent le sol et tout ça. Et donc ça, avant, on ne pouvait pas parce qu'il n'y a rien. Les côtes arctiques sont totalement désertes. Parce qu'il n'y a même pas de route, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a rien, mais par la mer, on peut y aller. Or, il se trouve qu'en plus, les Russes ont développé une technologie de centrale nucléaire flottante. D'accord. Et donc, on peut maintenant faire des exploitations industrielles énormes dans des régions qui étaient avant totalement désertes. C'est-à-dire amener 10 000, 20 000, 30 000 travailleurs. Et qu'est-ce que ces travailleurs vont faire s'ils sont dans l'industrie minière ? Ils vont faire des trous. Un très gros trou, parce que ce sont des mines à ciel ouvert. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur une région comme en Arctique ? Eh bien, on va d'abord faire un gros trou pour enlever tout le pergélisol, parce que les vraies richesses commencent en dessous. Et je vous ai dit qu'on travaillait sur des choses qui ont 30 000 ans. 30 000 ans, on est environ à aller au maximum une quarantaine de mètres de profondeur. Ah oui, donc là... On ne sait absolument pas ce qu'il y a dans ce permafrost qu'on est en train de retirer en pleine poignée à 1 kilomètre de profondeur. Parce que ça, c'est des choses avec lesquelles l'espèce humaine n'a jamais été en contact.
parce qu'on n'en existait même pas, et la plupart des mammifères n'ont jamais été en contact, qui existent, n'ont jamais été en contact avec. Donc, s'il y avait effectivement un virus encore vivant dans ces couches de permafrost profondes, ça serait absolument catastrophique. D'accord. Et ils le récupèrent à chaque fois pour vérifier non, absolument pas. Ce que vous faites, ça devient immédiatement des aérosols. Les gens n'ont pas de masque, rien du tout. C'est des mineurs classiques. Et en plus, vous faites ça dans des cités extrêmement confinées, des baraquements, dans lesquels les 20 000 ou 30 000 personnes vivent les unes sur les autres, loin de toute expertise médicale un peu sérieuse, questionnant vis-à-vis de l'infectiologie ou n'importe quoi. Donc, on a absolument toutes les caractéristiques, par l'exposition, de réveiller des choses et de démarrer éventuellement une épidémie à travers ces exploitations industrielles. Donc, encore une fois, le vrai danger, c'est pas vraiment le permafrost qu'ils font comme ça au jour le jour, c'est le fait que ça permet maintenant ce genre d'exploitation de se créer et qui présente vraiment un risque énorme pour le reste de la planète, en fin de compte. Oui, donc interdire, on ne peut pas, mais il faudra encadrer, quoi. Alors, on n'arrive pas à interrompre la guerre en Ukraine, donc on ne va pas demander à M. Poutine de bien vouloir arrêter de chercher de l'or ou des métaux précieux dans les régions qui en sont extrêmement riches, en plus, malheureusement. Donc, ce qu'il faudrait au moins arriver à convaincre les gens de faire, c'est d'avoir sur place des équipes médicales suffisamment compétentes qui seraient capables de repérer parmi les gens malades de leur exploitation, des symptômes bizarres qu'on n'a jamais vus. Les gens, ils ont des boutons verts sur la figure, ils ont tel type de symptômes qu'on n'a jamais vus. Et avant de renvoyer ces gens chez eux ou de les renvoyer dans un grand hôpital de Moscou, être capable de faire une étude sur place, en quarantaine, pour voir comment ça va évoluer, de façon à éviter effectivement de transmettre éventuellement ce nouveau virus au reste de la planète. On a une idée du pourcentage de risque qu'une nouvelle pandémie se déclenche de cette façon ou... On n'a absolument aucune possibilité de prévoir les pandémies. Regardez pour la grippe, à chaque fois on est surpris. Il y a des années où on ne pensait pas que ça serait terrible, ça se passe très mal. On ne sait pas faire des statistiques, on les fait toujours a posteriori, on n'est pas capable de faire des statistiques avant que les choses se produisent, malheureusement. Donc, ça fait partie de ces problèmes statistiques où, en fin de compte, probablement le risque est extrêmement faible, mais s'il survient, les conséquences sont extrêmement graves. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on ne sait pas du tout gérer. C'est comme la collision avec un astéroïde ou n'importe quoi. Ça a extrêmement peu de chances de se passer, mais il y a 66 millions d'années, quand l'astéroïde est tombé sur la Terre, ça a gommé 90% des espèces vivantes sur la Terre à cette époque-là. Donc voilà, on est dans une situation dans laquelle le risque est probablement faible, mais si ça survient, c'est absolument dramatique. Pour terminer cet entretien, j'aimerais vous demander, professeur Claverie, si vous pouviez donner un unique conseil aux jeunes générations, lequel serait-il ? Il y a toujours une citation que j'aime bien, dont j'ai toujours du mal à me souvenir, qui est je vais regarder justement dans mes petites notes ici, qui est de Paul Valéry. Paul Valéry, quelqu'un c'était un poète, un savant, quelqu'un de très visionnaire, qui est assez peu connu et cité pourtant. Et il dit quelque chose, l'homme sait souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Et je pense que c'est vraiment le problème de notre monde moderne, c'est qu'on est capable d'innover beaucoup, de faire beaucoup de choses très nouvelles, sans se rendre compte au deuxième degré que les choses très nouvelles que l'on vient de faire vont nous apporter des problèmes qu'on n'avait pas du tout anticipés. On le voit très bien avec cette notion aussi bête que la voiture électrique, où on a eu cet engouement fantastique. Et puis on se rend compte que, au niveau pollution, c'est pas si bien que ça, parce que d'accord, les voitures elles-mêmes ne polluent pas, mais les fabriquer polluent beaucoup. Puis quoi faire des batteries, donc si la nouvelle génération pouvait être un petit peu plus intelligente que la précédente et fasse du billard, non pas à un coup, mais à deux coups. Et à chaque fois qu'elle invente quelque chose et qu'elle change quelque chose au niveau social, qu'elle aille un peu plus loin et qu'elle regarde s'il n'y a pas une conséquence à prévoir de ce qu'on va vouloir mettre en place. On est en plein dedans actuellement, je pense, à tous les niveaux industriels, et y compris d'ailleurs au niveau écologique. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on pensait bonnes, qui ne sont pas si bonnes que ça, et ce genre de choses. Donc, pensez aux conséquences de nos actes.
Merci d'avoir écouté La Terre nous tient à cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager autour de vous, car c'est ce qui aide le podcast à grandir. Et si vous avez une question, une idée de sujet ou tout simplement envie de découvrir les coulisses des épisodes, rendez-vous sur Instagram, sur le compte La Terre à cœur. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, prenons soin de nous, prenons soin de la Terre.